nakomitunaka o Nzambe o nakomitunaka o Poso mwino eutande wapi o Poso mwino eutande wapi o Koko na biso ya kala ye nani ye Yesu mwana Nzambe yende mondele Ata muna Eva bangonde mindele. À une conférence qui sera présentée par le chercheur qui est en face et qui s'appelle Jean-Claude Mboli. Jean-Claude Mboli est chercheur associé à l'ILA, l'Institut linguistique appliqué d'Abidjan. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Il est ingénieur électronicien. Il est auteur du dernier ouvrage intitulé Origine de langue africaine. Alors, pendant ce moment, il va donc nous entretenir sur la naissance, la chute et la renaissance du premier empire de l'humanité. Je rappelle que Jean-Claude Mboli, c'est un compatriote, mais il vient de la diaspora, et particulièrement de France, je pense qu'il vient de Toulouse. Et donc, sans pour autant tarder, on va lui donc donner la parole. Mais on a 2 heures de présentation, débat inclus, et donc il va un peu tirer sur l'accélération. Merci. Merci au département d'anthropologie de l'université de Bangui de m'avoir invité pour présenter ma conférence sur la naissance, la chute et la renaissance du premier empire de l'humanité. Alors, le modérateur, chef de département, m'a déjà présenté. Je pense que vous savez à peu près ce que vous devez savoir sur moi. Je suis l'auteur de cet ouvrage, Origine des langues africaines. Donc, c'est un ouvrage de linguistique historique de 630 pages publié chez l'Harmattan, qui a été écrit en 2011. Et comme vous pouvez le voir ici, qui est étudié dans une quarantaine d'universités à travers le monde, principalement dans le monde occidental, Europe et États-Unis. Vous avez ici la liste des grandes universités dans lesquelles l'ouvrage est étudié. De plus en plus, il commence à être étudié dans les universités africaines, l'université de Niamey, l'IRCAM de Rabat, l'université de Niamey, l'université de Yaoundé, d'Abidjan, Cocody, etc. Donc, bien évidemment, il est aussi étudié à l'université de Toulouse, où je réside. Et vous pouvez voir un exemplaire du livre dans la bibliothèque de l'université Toulouse, faculté des lettres, éditions humaines. Alors, l'exposé d'aujourd'hui porte donc sur des conclusions spécifiques qu'on peut tirer de cet ouvrage en termes de conséquences géopolitiques qu'on peut tirer de tout ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le livre est étudié dans des instituts de sciences politiques. À Sciences Po Paris, par exemple, il est étudié là-bas. À l'Institut d'études politiques de Bordeaux aussi. Et également à Lyon. Et peut-être dans d'autres endroits dont je n'ai pas connaissance.
Donc le plan de l'exposé, pour aller vite, je vais rapidement parler de la méthodologie qui sous-tend ces recherches, sa pertinence scientifique, et ensuite je vais passer à la principale conclusion, hein, qui est donc l'existence d'un empire africain universel. Hein, je lui ai donné son nom parce que c'est un empire qui a pris naissance sur le continent africain, créé par des Africains, mais qui s'est étendu progressivement dans le reste du monde en termes d'influence culturelle, civilisationnelle, politique, etc. Et on va passer ensuite aux causes de l'émergence de cet empire, ce qu'il a apporté à l'humanité, les causes de son déclin, et puis sa renaissance qui est en cours. Au niveau de la méthodologie, la méthode utilisée est une méthode quasi mathématique, c'est une méthode scientifique qu'on appelle la méthode comparative. Elle a été utilisée à maintes reprises pour prouver la parenté des langues indo-européennes entre elles. Hein, vous savez que les langues, quasiment toutes les langues d'Europe descendent des mêmes ancêtres, qu'on appelle l'indo-européen. Ils partagent cet ancêtre avec des langues d'Inde, comme le sanskrit, l'hindi, l'ourdou, etc. Et c'est la méthode comparative qui permet de prouver tout ça. Comme toute méthode scientifique, la méthode comparative est testable. Okay? C'est-à-dire qu'elle peut faire des prévisions et on peut confronter ces prévisions aux observations pour voir si elle dit vrai ou pas. Et elle s'applique par exemple pour déchiffrer des langues inconnues comme le mycénien, le hittite, etc. En Afrique, elle a permis de prouver l'existence de la famille bantou, c'est-à-dire que toutes les langues bantou, depuis le sud Cameroun jusqu'au Cap, en passant par le Congo, les Grands Lacs, l'Afrique de l'Est, toutes ces langues ont une même origine, qu'on appelle le proto-bantou. Eh bien, c'est cette méthode aussi qui permet de le prouver. Alors, je vais prendre comme exemple rapidement, hein, pour fixer les idées, comment marche cette méthode. Le cas du français et de l'anglais. Ils ont le même ancêtre, il faut le prouver. Et pour le prouver, on extrait ce qu'on appelle des lois phonétiques. C'est-à-dire que les langues n'évoluent pas au hasard. Les langues évoluent en suivant des lois. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Les langues évoluent avec des lois qui sont quasiment des lois physiques, hein, qu'on peut mettre en équation. Ce qu'on appelle des lois phonétiques. Et il s'agit donc, pour le comparatif, d'extraire ces lois phonétiques afin de prouver la parenté. C'est ce que j'ai fait ici sur des mots du vocabulaire de base entre l'anglais et le français. Peut-être que vous pensez jusqu'ici que les différents mots qui sont ici, ces mots anglais avec leur correspondant français, n'ont pas de lien entre eux. En réalité, ils obéissent à des lois strictes, sont mathématiques. On le voit ici. Par exemple, vous pouvez savoir que le son F en anglais, il correspond systématiquement au P en français, en termes d'évolution. Et il n'y a pas d'exception à ça. Donc vous avez ici sur le mot father, père, foot, pied, et vous pouvez en trouver plein d'autres. Idem pour le son TH, th, qui est une fricative interdentale, c'est un terme linguistique. En anglais, lui, son correspondant français est T, et ça, sans exception. Mais ce sont des lois. Sans ça, vous ne pouvez pas dire que les deux langues sont génétiquement apparentées. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire qu'elles descendent d'un même ancêtre. Il faut au préalable établir ces lois.
Et vous venez ici de voir que on a ces lois sur ces mots du vocabulaire de base. Donc on peut dire que le français et l'anglais descendent d'un même ancêtre. Qu'importe le nom qu'on lui donne, on l'appelle maintenant indo-européen. Et on peut le reconstruire, etc. On peut reconstruire sa grammaire et tout le reste. Alors, on applique la même chose. J'ai appliqué la même chose, la même méthode aux langues africaines. Donc, par exemple, ici, vous avez la même chose entre le sango et l'égyptien ancien. Je pense que tout le monde ici parle le sango. Vous pouvez voir que de la même façon que les mots de l'anglais et du français obéissent à des lois, on a la même chose ici entre le sango et l'égyptien ancien. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on peut les extraire. Le signe diacritique que vous avez ici à côté du R, qu'on appelle A, juste par commodité en égyptologie, il correspond systématiquement à A en sango. Voilà pourquoi en égyptien ancien on dit Ra pour dire soleil, et en sango le correspondant exact c'est La avec le ton O. Vous pouvez avoir la même chose ici dans le mot comparé. En sango nous avons Aka, ok, et ça correspond. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, je n'ai pas le curseur. Voilà. Le sixième mot. Voilà, le sixième mot. Ok. Donc, vous avez une correspondance ici. Cette correspondance, vous pouvez voir dans plein de mots. Vous avez aussi le mot pour dire homme. Zi en égyptien ancien et ça correspond à Jo. Zi en sango. Je vais insister un peu sur cette correspondance parce que ce mot égyptien est extrêmement important. Il a des correspondants dans plein de langues négro-africaines, mais dans ces langues négro-africaines, il apparaît sous la forme d'un S. Ok? Et les égyptologues, dans leurs études, avaient conclu qu'en fait, il s'agissait, même si en copte, par exemple, le correspondant c'est un S, les égyptologues avaient pensé que ce n'était pas un S dans l'Égypte des pharaons, dans l'Égypte des pyramides, c'était un Z, mais ils ne pouvaient pas le prouver. Et vous voyez qu'ici, le sango apporte la réponse sans discussion. Hein, parce que, effectivement, le sango est la seule langue, parmi les langues africaines, où ce Z, ce son Z en égyptien ancien, est conservé tel que l'avaient prévu les égyptologues. C'est un Z ici. Et il y a un élément particulier que vous pouvez voir ici, qui est que nous on dit zo pour dire l'homme, l'être humain, mais en réalité, en égyptien ancien, on disait zi. Bon, il y a une différence pour le second élément du mot, hein, mais en réalité, comme l'a montré le docteur Diki Kidiri, dans les versions anciennes du sango, au pluriel, on disait Azi, pour dire le pluriel d'être humain. Au lieu de dire Azo, comme on le dit maintenant, on disait Azi. Donc on retrouve quand même ce i. C'est assez particulier. Et vous avez donc toute cette liste avec d'autres éléments de preuve qui viennent s'ajouter et qui prouvent sans discussion possible que les ancêtres du sango et les ancêtres de l'Égyptien ancien descendent d'un même ancêtre prédialectal, c'est-à-dire qu'en fait c'était une même famille à l'époque, hein, avant que ils se dispersent un peu partout en Afrique. Certains vont dans la vallée du Nil et deviennent des Égyptiens, d'autres descendent en République centrafricaine et deviennent des Sango, des Mandji, des Banda, des Baya et un peu partout dans le monde. Voilà un peu comment fonctionne et voilà comment dans le livre j'ai pu prouver la parenté de l'Égyptien ancien avec le Sango. Bon, j'ai utilisé plein d'autres langues aussi. Hein. Essentiellement, j'ai utilisé 6 langues au départ. L'Égyptien ancien, le copte,
le Sango, le Zandé, le Haoussa et le Somali. Ça m'a permis de prouver qu'effectivement toutes ces langues dérivent d'un même ancêtre, puis de reconstruire cette langue ancestrale, comment elle était parlée, quelle était sa grammaire, etc. Et ensuite, je me suis rendu compte que d'autres langues africaines étaient aussi des filles de cette langue préhistorique. Au total, dans le livre, j'ai utilisé, je crois, une quinzaine de langues africaines pour ce faire. Et toutes se sont révélées descendre de cet ancêtre-là. Et vous savez que qui dit communauté linguistique dit communauté de civilisation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'histoire, quelque part en Afrique, il y avait une communauté de civilisation où les gens parlaient la même langue, avaient la même culture, avaient le même mode de pensée, etc. Et c'est ça qui fait poindre l'existence même de cet empire africain. Parce qu'il s'étale dans le temps, on peut reconstruire les termes qu'utilisait cet empire et on se rend compte que c'était des termes du plus basique jusqu'au plus sophistiqué. Ils savaient nommer des choses beaucoup plus complexes que ça. Alors, la conséquence donc de cette reconstruction de la langue ancestrale, c'est l'existence de cet empire en Afrique, hein, que j'ai appelé Empire africain universel. Africain parce qu'il est né en Afrique, créé par des Africains, il s'est diffusé dans le reste du monde et on peut prouver que tous les éléments de civilisation qui sont présents dans le monde ont été introduits un peu partout. Ont été introduits alors là, on disait cet empire a un caractère universel, tout simplement parce que il a diffusé tous ces éléments de civilisation à travers le monde. Hein, le mode de gouvernance, la famille, tous les éléments que vous connaissez, des éléments acquis des civilisations sont faits en fait par diffusion à partir de cet empire. Et c'est l'étude comparative des langues africaines qui permet d'arriver à cette conclusion. Donc voici par exemple le travail qui a été fait de bas à haut, c'est-à-dire on part des langues actuelles, on les compare et à partir de là on reconstruit la langue ancestrale que voici, c'est bon. Après avoir reconstruit la langue ancestrale, on peut redescendre et voir si cette langue ancestrale s'est divisée en deux ou plusieurs branches. Et chose curieuse, vous verrez que, par exemple, le moyen égyptien, l'égyptien des pyramides et le copte qui se trouve sur le même territoire, hein, séparé dans le temps, n'appartiennent pas à la même branche. Okay? Donc la langue ancestrale s'est subdivisée en deux branches distinctes. L'égyptien des pyramides provient d'une des branches et le copte provient d'une autre branche. Ils sont retrouvés dans la vallée du Nil et se sont succédés historiquement. C'est la même chose d'ailleurs entre le Sango et le Zandé. Le Zandé se trouve de ce côté-ci et le Sango se trouve avec le copte de ce côté-là. Ok? On ne le dirait pas parce que le domaine d'occupation du Zandé et du Sango sont contigus. Hein, c'est en République centrafricaine. Et j'aurais pensé qu'en fait ce sont des langues qui partagent le même ancêtre immédiat. Mais ce n'est pas le cas. Une étude rigoureuse
comme celle que je viens de faire, prouve le contraire. Le Sango se trouve avec le Haoussa, le Zande se trouve avec le Haoussa et le Sango avec le Somali. Et on peut remonter comme ça, de proche en proche dans la langue ancestrale, pour voir l'ancêtre de cette langue ancestrale, etc., jusqu'à une période où on voit apparaître la langue en tant que telle, le langage articulé en tant que tel. Et c'est ça qui est extraordinaire, cette capacité des langues africaines de permettre de remonter dans le temps jusqu'à l'origine même du langage. Ce qui serait étonné puisque l'humanité est née en Afrique. Et donc il faut savoir que une partie de ces populations humaines primitives d'Afrique ont pu accéder à la parole et ont pu la diffuser au fur et à mesure dans le reste de la communauté et à l'extérieur. Vous avez vu une branche qui se retrouve à part et qui donnera à la fin les langues sémitiques. Okay? Son origine est aussi africaine, mais elle s'est séparée bien avant. Et la linguistique permet de le reconstituer. Okay? Donc tout ce que vous voyez, ce sont des phases de la langue ancestrale, de différentes phases qui sont en fait de différentes époques. Et ça correspond aux différentes phases de l'empire dont je viens de parler. Vous avez ici toujours, avec la méthode comparative et l'utilisation de la linguistique historique, vous pouvez situer à peu près, je dis bien à peu près, l'origine le foyer originel de cet empire. Hein, c'est quelque part ici en Éthiopie. Et l'étude que j'ai faite montre que ce sont les populations qui sont dirigées vers le sud et qui allaient devenir des bambous, qui ont conservé les traits les plus archaïques de cette langue ancestrale. En fait, ils sont quasiment identiques à la langue telle que parlaient les ancêtres. Et donc le foyer, en fait, pour une raison ou une autre, s'est diffusé vers le sud. Tandis que ceux qui sont séparés du foyer de la mother langue, hein, de la matrice, se sont retrouvés au nord et ont commencé à évoluer pour donner naissance à différentes langues que vous voyez ici, le Sango, le Zandé, le Somali, le Bambara, l'égyptien ancien, etc. Et toujours poursuivant avec rigueur dans l'analyse linguistique, j'ai pu montrer, d'ailleurs avant grande surprise, que ces locuteurs africains sont sortis du continent, sont allés en Asie mineure, imposer leur langue en tant que colonisateurs aux populations qui étaient là. Et ces populations qui étaient là, qui sont en fait les ancêtres des Européens actuels ou des Indiens, ont perdu leur langue, la langue qu'ils parlaient auparavant, avant l'arrivée de ces colonisateurs africains, et ont adopté les langues des colonisateurs africains. Et ce sont ces langues que les Européens parlent actuellement. C'est-à-dire que personne ne sait quelle langue parlaient les Européens avant l'arrivée des colonisateurs africains. Mais une fois que les colonisateurs africains sont arrivés, est-ce qu'ils l'ont fait par la force, est-ce qu'ils l'ont fait de façon douce? On ne sait pas. Je fais des recherches dessus pour savoir la manière de la conquête. Mais une fois qu'ils sont sur place, ils ont imposé leur langue, leur point de vue, etc. à cette population qui allait devenir des Européens. Et ensuite, parallèlement, le même processus s'est produit dans le monde sémitique. Et les populations arabes, Arabie, Irak, Syrie, etc., Israël, hein, les Hébreux, toutes ces populations ont également subi l'influence des Africains sous forme de colonisation aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Et là,
les résultats que je suis en train d'obtenir montrent que, apparemment, les Africains, les derniers qui sont arrivés en tout cas, ils parlaient des langues qui sont vraiment très proches des langues bantoues. Ils sont arrivés par la force. Ils ont imposé leur point de vue par la violence sur les populations qui allaient devenir des sémites. Et donc vous voyez se former une image de l'histoire humaine dans laquelle l'Afrique était omniprésente, omnipuissante dans tous les domaines. Okay? Et elle a imposé sa langue, sa civilisation aussi loin que possible. Donc, les résultats que j'ai obtenus n'ont pas été contestés par les chercheurs du domaine. Et mieux, les recherches parallèles en génétique des populations ont montré effectivement que à l'époque néolithique, des populations subsahariennes, c'est-à-dire des Noirs africains, sont sortis du continent, sont allés aussi loin que l'Europe du Nord, en Scandinavie, et même jusqu'en Sibérie, parce qu'on a retrouvé dans toutes ces populations européennes des traces de populations subsahariennes dans leur patrimoine génétique. Et comme on sait les mesurer, comme on sait mesurer leur époque, on sait que ce sont des gènes qui sont arrivés il y a très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est-à-dire à peu près à l'époque de la révolution néolithique. Donc ceux qui ont introduit l'agriculture, l'élevage en Europe et dans le monde sémitique, ce sont des Africains. Et d'ailleurs, on peut prouver uniquement par la linguistique que les créateurs, les initiateurs de la révolution néolithique, ce sont des Africains. Ça a eu lieu en Afrique. Et non au Proche-Orient ou aux poissons fertiles tel qu'on l'a raconté jusqu'à maintenant. Et cela uniquement sur des critères de linguistique. Mais on sait que les recherches actuelles en archéologie, en génétique de population et dans d'autres domaines corroborent ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce qui a produit cet empire? Quelles sont les causes de son émergence? Si on peut se poser cette question. Alors, c'est simple. C'est d'abord l'invention de la parole. Okay? Comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu dans le diagramme que j'ai présenté précédemment, la parole n'est pas une donnée, ce n'est pas quelque chose qui est venu avec l'homme moderne. Il a fallu l'inventer quelque part et à un moment donné, au sein d'une population. C'est-à-dire que l'homo sapiens sapiens ne parlait pas. Okay? Pendant très longtemps, il ne parlait pas. Il pouvait communiquer par des gestes ou d'autres moyens, mais il ne parlait pas du tout. Mais c'est au sein d'une petite fraction de cette population africaine qui vivait essentiellement en Afrique que le langage a été employé, a été inventé. Mais vous imaginez bien qu'au sein de cette tribu dans laquelle le langage articulé a été inventé, il s'agit d'une révolution. Et ça donne à cette tribu, même si c'est quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, un avantage énorme. C'est un saut technologique extrêmement important sur tout le reste. Okay? Donc par ce seul fait, l'Empire africain universel est né. Parce que il a pris de l'avance sur le reste des humains, d'abord en Afrique et ensuite dans le reste du monde. Bon, évidemment, ça ne pouvait avoir lieu qu'en Afrique, puisque l'essentiel des humains ne vivait qu'en Afrique. Okay? Donc, si empire il doit y avoir, ça ne pouvait être que en Afrique, puisque ceux qui étaient sortis à ce moment-là étaient juste une fraction. Okay? Si vous prenez l'exemple, par exemple, des gens qui, si la Lune était habitable, ceux qui sont allés sur la Lune, ce n'était pas les plus intelligents, ce n'était pas
à eux seuls, ils ne peuvent pas faire grand-chose dans le lieu où ils se sont établis. Hein. L'immense majorité des humains sur Terre, c'est eux qui ont permis le voyage vers la Lune. Toute la connaissance se trouve là. Donc par ce seul fait, cet effet de masse, on peut montrer que les choses peuvent se faire à ce niveau-là. Ensuite, vous avez quelque chose que vous ignorez peut-être, mais qu'on décèle très facilement dans l'étude des langues africaines. Scientifiquement, les Africains ont une très grande capacité d'abstraction comparée aux Européens. Et moi qui vis en Europe depuis 32 ans, je peux vous dire que les Africains sont extrêmement abstraits. Okay? Au niveau de leur pensée. On ne le voit pas, on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais c'est le cas. Prenez juste l'exemple de la notion d'être humain. Hein? Parce que le langage permet de révéler beaucoup de choses. L'être humain, dans toutes les langues africaines, quasiment sans exception, en tout cas toutes celles que j'ai analysées jusqu'à maintenant, et j'ai analysé beaucoup, il y a un terme, un mot unique pour dire être humain. Sango Sezo. Ok? Pour dire être humain. En Zande, c'est Boro. En Lingala, c'est Moto, etc. Okay? Sans distinction de genre. Hein? Est-ce qu'il s'agit de femmes ou d'hommes? Non. Le concept même d'être humain, il est pertinent, conçu en Afrique depuis très longtemps, puisque par la révolution linguistique, on se rend compte que ce mot qui est abstrait existait dès l'origine déjà. Okay? Alors qu'en Europe, dans les langues européennes et dans les langues sémitiques, vous voyez que les Européens se battent encore, y compris à l'heure actuelle, pour trouver un terme simple pour désigner l'être humain. Okay? Il n'y a pas de terme simple pour le désigner dans les langues européennes. Et ça devrait vous interpeller. Ok? Alors que nous, dans toutes les langues africaines, sans exception, c'est le cas. C'est un concept abstrait, parce que quand vous regardez les gens autour de vous, jamais vous ne voyez un être humain. Parce que quand vous regardez des gens, vous voyez un être humain. Vous ne voyez pas d'être humain. Vous voyez soit un homme, soit une femme. Mais un être humain, ça ne se voit pas. Ce n'est pas quelque chose qui existe réellement. Okay? C'est immatériel. C'est de l'ordre de l'abstraction. Et les Africains, ils sont arrivés à cette abstraction il y a des dizaines de milliers d'années en arrière. Déjà. Les Européens, ils se battent encore actuellement. À l'heure où je vous parle, pour avoir ce terme-là. Okay? Hein? Et comme on dit, ce qui se conçoit bien, c'est non supérieurement, et le mot pour le dire arrive naturellement. Les Africains ont trouvé le mot pour le dire très naturellement. Les Européens, parce qu'ils ne sont pas abstraits, parce qu'ils n'ont pas atteint un niveau d'abstraction aussi élevé que les Africains, ils se battent encore. Et il y a plein d'autres domaines comme ça, je peux en citer des dizaines. Mais bon, il nous manque du temps. Donc ça déjà, ça vous donne déjà une idée de l'avance intellectuelle des Africains sur le reste. Et dont on conserve encore les traces. Bon, évidemment, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, vous voyez. Hein, par exemple, ça c'est des recherches aussi en cours. Hein, vous voyez que la langue à un stade donné, la langue de cet empire-là, à un stade donné, était devenue tellement pauvre que les mots utilisés étaient des casiers homonymes. Quoi. Okay? Mais du simple fait de cette homonymie, par des connexions sémantiques, on crée de nouvelles idées, des idées abstraites. Et ça va très loin. Et c'est ça qui est à l'origine de l'écriture. Okay? Et l'écriture telle... Alors, ayant vu donc les causes de l'émergence de cet empire, on va voir maintenant ce qu'il a apporté à l'humanité. Bon, ce slide, il est parlant, j'ai l'habitude de le présenter. Vous voyez que j'ai parlé de la notion d'homonymie qui conduit à des associations d'idées. C'est-à-dire que quand deux mots se prononcent pareil, l'être humain, et donc l'Africain en particulier, a tendance à les associer, okay, pour créer un concept
nouveau à partir de cette association. Il a tendance à avoir des liens entre eux. Et on le voit, ce sont ces associations qui ont donné d'énormes éléments, de nombreux éléments culturels, civilisationnels, que nous utilisons un peu partout dans le monde sans même connaître l'origine. Par exemple, vous voyez ici le roi Zoulou. Il porte une peau de léopard. Vous pouvez porter une peau de léopard. La plupart des rois portent des peaux de léopard en Afrique. Personne ne se demande pourquoi. Vous voyez ici un pharaon qui porte la même chose. Ils sont de la même culture, de la même race. Voilà, donc il fait exactement la même chose que le roi Zoulou, à des milliers d'années d'écart. Mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est tout simplement parce que le mot pour dire léopard et le mot pour dire puissant, chef, force, se prononce pareil. Et c'est un moyen en fait pour lui et pour le reste de la communauté d'indiquer que c'est lui le chef. Quand vous portez la peau de léopard, vu que la peau de léopard se prononce pareil que le mot chef, vous comprenez, vous parlez la langue, donc vous comprenez exactement qu'il s'agit du chef. Ok? Et c'est la même chose en égyptien ancien comme vous le voyez ici. Ok? Donc, lui, il peut justifier son accoutrement par sa propre langue. Ce n'est pas quelqu'un qui a apporté ça au Zoulou, de l'extérieur. Parce que sa propre langue supporte cet accoutrement. Idem pour le pharaon que voici. En réalité, c'est le pharaon Haï qui a succédé à Toutankhamon. Il porte la même chose parce que dans sa propre langue, qui est apparentée d'ailleurs au Bantou, les choses se font exactement de la même façon comme vous le voyez ici. Et l'homonymie permet justement de créer cet accoutrement-là. Et c'est la raison pour laquelle on a cette association. Et vous voyez par ce moyen poindre l'idée d'écriture. Ok? L'idée d'écriture est née de cette association. Il suffira juste de dessiner une peau de léopard, puisque la peau de léopard se prononce pareil que le chef. Si vous mettez un être humain à côté, voilà, ça indique le chef, tout simplement. Voilà comment l'écriture hiéroglyphique est née. Et vous voyez que ça ne pouvait pas être né ailleurs qu'en Afrique. Alors, quand maintenant vous arrivez en Europe, vous voyez un individu comme celui-ci. C'est Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Il porte un accoutrement dont il n'a aucune idée. Ok? Parce que ce sont des choses qui lui ont été apportées de l'extérieur, il ne comprend pas. Il le porte fièrement, mais en réalité, c'est une extension de ce que vous voyez ici. D'accord? La peau de léopard est exprimée ici sous forme de tôle. Vous voyez, c'est une tôle mouchetée qu'il porte là. Ok? Donc cette robe qu'il porte, c'est pour indiquer qu'il est le chef et le roi. Et c'est la même chose qui est étendue à tous ceux qui portent la tôle. Par exemple, le magistrat ou, disons, à l'université ici, les professeurs, les docteurs, ils portent ça parce que ce sont des chefs. Parce que quand vous avez le savoir, vous êtes chef. Okay? Vous êtes un grand prêtre. Et c'est la raison pour laquelle ces artefacts culturels ont été faits. Et le langage permet d'arriver à ces conclusions-là. Uniquement les langues africaines. Parce que les langues européennes, quoique d'origine africaine, ne permettent pas de supporter, de soutenir l'accoutrement que porte Napoléon. Ni même les autres accoutrements. Par exemple, la couronne. Pourquoi il porte une couronne? Pourquoi est-ce qu'il s'assied sur un trône? Vous voyez, le trône. Pourquoi est-ce que le trône est important pour la royauté? Personne ne l'explique. Ok? Alors que la langue permet de le comprendre. C'est tout simplement parce que le mot pour dire roi, comme vous voyez ici, ça c'est en égyptien ancien. Le mot pour dire roi et le mot pour dire trône sont homonymes. Donc, d'où l'idée d'associer le siège, donc le trône, au roi. C'est tout simplement ça. Mais Napoléon ne peut pas l'expliquer. Il fait que ça soit sur le trône, mais il ne comprend pas la signification. De la même façon que il porte, vous voyez, il porte une canne,
un membre d'une canne ici, ok, c'est le symbole d'autorité aussi. Ok, les chefs, ils ont ça, hein, la canne. Pourquoi la canne? Ben, pareil, c'est parce qu'en égyptien ancien, le mot pour dire, vous le voyez ici, le mot pour dire chef et le mot pour dire bâton ou canne, c'est exactement pareil, c'est le même mot. Et donc, quand on a la canne, ça veut dire qu'on est chef, on a l'autorité, on commande. Voilà pourquoi dans le reste du monde, c'est comme ça, mais il faut revenir à la source de toute cette chose pour le comprendre. Ok? Et même toutes les armoiries d'Europe, par exemple l'aigle, hein, pourquoi est-ce que l'aigle est si important dans les armoiries des pays d'Europe ou des États-Unis? Pourquoi? Il n'explique pas. Regardez, hein, c'est tout simplement parce que le mot faucon, en fait, hein, faucon, et le mot, c'est d'abord un faucon qui se prononce pareil que le mot chef. Okay? Et donc, ils arrivent à faire l'association en Afrique entre faucon ou aigle et puis chef. Voilà comment la civilisation est née. Vous voyez que la plupart des choses qu'on emploie, ici d'ailleurs, vous voyez au pied de Napoléon, il y a un aigle là, hein, okay? Et même au-dessus de sa canne, il y a aussi un aigle. Mais tous ces éléments s'expliquent, tous les éléments que vous voyez ici s'expliquent uniquement à partir des éléments de l'Empire africain universel, puisque c'est en Afrique que tout ça se comprend et à son origine. Maintenant, juste ironie du sort, les Africains, ils portent la même chose comme vous le voyez, hein, parce qu'ils ont été, après leur effondrement, dominés par les Européens qui ont adopté ces choses en les acculturant, okay, parce qu'ils ne comprennent pas les tenants. Eh bien, nous, on fait la même chose, hein, on porte ces choses, la tose, vous voyez, en réalité, c'est la peau de léopard qui se poursuit. On ne comprend pas ça. Okay? Pour nous, c'est un élément qui vient de l'Europe, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qu'utilisaient les ancêtres des Africains. C'est la peau de léopard que vous voyez ici. On l'utilise sans le comprendre. Okay? Ici, au moins, en RDC, vous avez, ils ont quand même compris que quelque part, il y a une histoire de peau de léopard dedans, et ils ont mis la peau de léopard sur le magistrat. Voilà ce que ont fait donc les ancêtres des Africains au sein de cet empire-là. Et qui dit empire dit empereur. Et en réalité, quand vous analysez les noms pour dire Dieu, ou les épithètes de Dieu, ou des différents dieux créateurs dans l'Égypte ancienne, ou dans le reste de l'Afrique noire, vous verrez que, en fait, le nom de l'empereur est toujours écrit de la même façon. Dieu des dieux, roi des rois, des choses du genre, chef des chefs, ancien des anciens, etc. Donc tous les épithètes des dieux ou des rois en Afrique, en fait, ça renvoie à cet empereur-là. C'est cet empereur extrêmement ancien qui est à l'origine de cet empire, qui est un ancêtre, qui est l'unique ancêtre que Dialecta, l'ancêtre de tous les Africains, partie prenante de cette civilisation qui a été divinisée et appelée Dieu. Okay? Et ça, c'est quelque chose qui peut choquer la conviction de la plupart d'entre nous. Nous sommes croyants, hein, parce que ça dévoile en fait l'idée de Dieu, hein, l'idée de Dieu que nous avons, y compris le Dieu unique. En fait, il s'agissait de désigner cet être primordial, cet ancêtre primordial qui a réellement existé. C'est quelqu'un. Dieu, c'est quelqu'un en réalité. C'est un Africain, c'est un Noir à l'époque. Cette idée-là, c'est parce qu'il est tellement ancien que, voilà, il est considéré comme vraiment Dieu, quoi. Il n'est pas humain. Okay? Mais grâce à la linguistique très rigoureusement appliquée, on peut le retrouver, ces
ses surnoms, ses épithètes, etc. Et vous voyez que même dans les populations sémitiques, les noms de Dieu, tout ça, ça se résume toujours à chef des chefs, ancêtre des ancêtres, etc., etc. Alors, donc la conclusion, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est que Dieu, ce que nous appelons Dieu, c'est quelqu'un qui ressemble à cette image-là, à l'époque, ok? Il devait être comme ça. Bon, quand j'ai vu que, en fait, ce que nous appelons Dieu renvoyait à un être physique, une personne physique, chef de chef, empereur de cet empire, j'ai essayé il y a une image qui me voit à l'esprit, c'est une image comme ça, comme celle-là. Et j'ai cherché longtemps sur internet pour trouver l'image qui correspond à ce que mon esprit a imaginé. Je suis tombé sur ce prêtre Dougon qui correspond à ce que, dès que j'ai découvert ça, c'était inscrit dans ma tête. Donc c'était à peu près ça. Et vous verrez que dans toutes les cultures africaines, si vous analysez bien les cosmogonies de vos différentes cultures, ethnies, on parle in fine par différents chemins de ce même empereur, de ce même individu. C'est l'ancêtre des Africains par filiation directe. Ok? Mais il s'est passé que ceux qui sont devenus des extra-africains parce qu'ils sont séparés du tronc commun, alors que l'essentiel de la civilisation se construisait en Afrique, à un moment donné, des Africains sont sortis d'Afrique à un moment tardif pour aller à leur rencontre et leur parler de cet individu qui ne fait pas partie de leur histoire. Okay? Chaque Africain fait partie de l'histoire qui est ici. Mais ceux qui sont ici, à savoir les Sémites, les Hébreux, les Arabes, les Européens, etc., eux, ils sont ici et vous avez, leur histoire était là. Okay? Ils avaient une religion primitive, que j'appelle la religion du souffle, parce que pour dire esprit, c'était le mot pour dire souffle qu'ils utilisaient. Okay? Et donc, les populations africaines tardivement sont arrivées pour leur parler de cet individu-là. Et ça leur apparaît, puisque c'est une rupture de la tradition, de leur tradition, ça leur apparaît comme une révélation. Okay? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de religion révélée, c'est un terme vraiment bien à propos pour parler de ça. Okay? C'est une révélation. On leur a révélé quelque chose qui ne faisait pas partie de leur histoire. On a dit, oui, vous êtes au niveau du souffle, vous étiez encore au niveau du souffle, voilà ce qui se passe. Et l'ironie du sort fait qu'au moment de l'effondrement de cet empire africain, on va en parler après, cette version est revenue ici. Et c'est ça que nous adorons avec assiduité. En fait, nous continuons à adorer cet ancêtre primordial, mais à travers ce chemin-là. C'est ce qui se passe sur le plan scientifique. Alors, là, je voulais juste dire comment on peut très rapidement comprendre, rien qu'en analysant la culture africaine, les cultures africaines, déduit que malgré leur primitivité apparente, ils sont les détenteurs de la civilisation. Tout simplement parce que vous voyez que, par exemple, le culte des ancêtres est très important chez eux. Eux, ils se retournent toujours vers le passé, pour le passé toujours meilleur pour les Africains. Ah oui, à l'époque des ancêtres, c'était toujours bien, etc. Même les Égyptiens anciens, parce qu'ils sont des Africains, à l'époque où ils bâtissaient des grandes pyramides, ils étaient au sommet de leur art. Pour eux, c'était leurs ancêtres qui étaient les meilleurs. Eux qui bâtissaient des pyramides, ils étaient déjà sur la touche, quoi. Les ancêtres étaient les plus grands. Et rien que ça vous permet de comprendre que les choses intéressantes, importantes ont été faites avant et qu'il y a eu en quelque sorte effondrement. Et en ce qui concerne la Centrafrique d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai relevée dans un livre,
c'est un des premiers colonisateurs de notre pays, de région africaine, qui était arrivé au plein cœur, parce que c'était vraiment là où on avait le plus de chômage, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de contact avec l'extérieur. C'est en République centrafricaine, isolé de tout. Il est arrivé là-bas avec ses idées racistes, parce que c'était tous des racistes à l'époque. Ils sont encore en grande partie, mais à l'époque c'était très fort. Et voilà ce qu'il dit après avoir observé les nègres, Toubangui Chari. Il disait, alors je lis donc la phrase, on dit, en poste dans le centre de l'Afrique en 1906-1907, Ernest Chari, un officier, petit-fils du philosophe Renan, en revient avec la conviction que les nègres sont d'anciens civilisés dégénérés et non des peuplades en enfance. Oui, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il a beau voir des gens complètement effondrés, complètement apparemment stupides, machin, tout ça, mais il se rend compte que c'était des civilisés. Il n'arrive pas, lui, à leur montrer que lui, il est supérieur en termes de civilisation. Ils voient que tout ce qu'il peut leur montrer en termes de civilisation, ils ont ça déjà multiplié par 10. Okay? Ils ne pouvaient leur opposer que le progrès technique. Et il avoue ici, dans cette correspondance, c'est assez parlant. Alors, maintenant, on va parler des causes du déclin, parce que déclin, il y a eu, nous sommes encore dans cette phase de déclin. Nous commençons à en sortir. Quand on analyse le contexte, on se rend compte qu'en réalité, le déclin, il a commencé dès l'instant, il a commencé à cause des Africains eux-mêmes. C'est parce qu'ils ont été à l'origine de la révolution néolithique que la population africaine a commencé certes à croître, mais la population non africaine aussi a commencé à croître puisqu'ils ont adopté l'agriculture et ils ont commencé à travailler de plus en plus dessus. Et donc, il y a eu inversion démographique. Le nombre d'Africains devient inférieur au nombre de non-africains, surtout donc en dehors de l'Afrique. À partir de ce moment-là, le verre était dans le fluide, on était déjà condamné. Parce que le moteur de l'histoire commence à être de l'autre côté, dans le reste du monde. Ensuite, le coup de massue, la désertification du Sahara, donc ça, on peut l'inclure dedans, effectivement. J'imagine les ancêtres à ce moment-là, ils étaient en train de parler, comme on parle maintenant, de réchauffement climatique. Les pauvres, ils étaient en train de crier écologie, quoi. Les choses commencent à se raréfier chez eux, alors que ailleurs, dans le reste du monde, tout devient correct. L'inertie culturelle, c'est extrêmement important. Quand on a vécu dans un empire aussi riche, aussi vaste, aussi puissant, pendant aussi longtemps, on a des habitudes qui deviennent sclérosées et qu'on ne peut plus perdre aussi facilement. Et ça, c'est aussi un problème. On a aussi le refus de l'écrit, parce que chez les Africains, ce sont les inventeurs de la parole. La parole est sacrée. Quand même ils ont été à l'origine de l'invention de l'écriture, pour eux, c'était quelque chose de marginal. Mais c'est tombé entre les mains des populations qui, eux, n'avaient pas inventé l'écriture, mais ils ont vu l'intérêt de l'écriture pour la transmission du savoir, etc. Et ça leur donnait un nouvel avantage. Et ça signait en fait donc la fin de l'Empire. Parlons un peu de l'inertie culturelle. L'inertie culturelle, donc, c'est ce qu'on a obtenu au bout de cette très longue période d'incivilisation, d'abondance totale. Okay? Tout était organisé, tout était planifié, tout était grand, tout était. Il y avait la sécurité partout, il y avait les bâtiments qui se fait. De l'autre côté, quand je le mets en Afrique, je vois ce qu'il y a. Et alors, si c'est un non-africain, il voit encore plus. Le sens de la fête. Toujours faire la fête, toujours s'amuser, toujours machin. Ça, c'est typiquement africain. Okay? Mais ça a une explication. C'est cette période d'abondance. Okay? Pendant trop longtemps, imaginez que vous vivez dans l'abondance pendant des milliers d'années. Vous avez ces caractères. C'est forcé, c'est obligé. Okay? À un moment, ça devient très ancré et même quand ça ne se justifie plus, vous
continuent toujours à l'avoir par inertie. La paresse, ben, c'est pareil, hein, ça s'inscrit dans le même registre. Comme tout est réparti entre les différentes couches de la société, et comme on a une très grande productivité, on se laisse aller. À la paresse, parce que les choses sont réglementées, etc. Et donc on a ça. On a aussi cette absence de rigueur, qui frappe n'importe quel non-africain, surtout un Européen qui arrive en Afrique. Hein. Les Africains ne sont pas rigoureux. Ils prennent les choses à la légère. Pourquoi? Parce que l'individu devient de moins en moins important au profit de la grande collectivité qui prend tout en charge. Et donc on n'a pas besoin vraiment d'être rigoureux. C'est parce qu'on est trop civilisé. Le sauvage, c'est celui qui est rigoureux, contrairement à ce que vous pouvez penser. Le sauvage, il faut être rigoureux parce qu'il ne peut compter que sur lui-même. Le civilisé, il peut compter sur la civilisation, toute la société. Il peut se permettre de faire des écarts, mais pas le sauvage. Et donc, on ne prend pas de risque non plus, parce que tout est protégé, tout est machin, etc. Donc, voilà, on se laisse aller. Je dois aller un peu plus vite. Donc, vous voyez l'absence du lendemain, tous les trucs, vous n'avez pas peur du lendemain. Et aussi, le culte de la vie après la mort, c'est très important chez les Africains. Pourquoi? Parce que la vie est tellement douce, la vie est tellement bien, qu'on ne peut pas se résoudre à croire que ça s'arrête à la mort. Donc, psychologiquement, on se crée une vie après la mort. Alors que les peuples durs, sauvages, ils n'auraient rien à faire avec cette histoire de vie après la mort. La vie, c'est tout concret, c'est ce qu'ils vivent. Et vous avez aussi tous ces éléments progressivement, et au fur et à mesure qu'on perd en puissance au profit du reste du monde, ces nouveaux comportements qui se mettent en rouge se développent. La vantardise, ça c'est une forme de compensation. Et ça aussi, c'est aussi un trait culturel des Africains comparé aux non-africains. Quand on a un œil exercé, quand on observe les différentes cultures dans lesquelles on vit, pour moi, Europe, puis Afrique, d'abord ça, Afrique d'abord, je compare et je vois ça. Ça, c'est quelque part parce que tu n'es plus ce que tu étais. Pour compenser, tu essaies toujours de croire que voilà, tu es ça. Le désir de plaire, le refus du nouveau monde, le repli sur soi, tout ça, ce sont des conséquences de ce qui nous est arrivé. Tu as tout perdu. Donc, au lieu de t'adapter au nouveau monde où ceux qui commandent sont ailleurs, tu refuses ce nouveau monde-là. Tu te replies sur toi-même, restez là-bas dans vos coins. Moi, je suis là maintenant, je me réveille sur le monde, dans mon petit monde, voilà, je ne vais pas voir ce progrès-là. Et puis, tu te mets à parler des langages du genre écologie, décroissance, voilà, parce que les autres s'enrichissent là-bas. Mais comme toi, tu as déjà des habitudes paresseux, tu ne veux plus travailler, voilà. Tu ne peux plus répondre aux challenges que les autres te posent, parce que si tu veux très vite, ils ont des machins. Tu justifies en quelque sorte, il faut conserver la nature, donc il faut moins cultiver, il faut moins faire ceci, il faut moins faire cela, alors qu'en réalité c'est parce que tu ne veux pas répondre au challenge. Donc voilà. L'écologie c'est bien, mais psychologiquement, voici ces ressorts psychologiques. Le déclin du savoir scientifique, évidemment, tout ce qui était rigoureux, scientifique, ça le fait. Et quelque chose de très important, c'est la soumission. On a l'habitude d'obéir aux lois, à Dieu, au chef des chefs. Tout était clair que la civilisation occidentale actuellement est aussi en cours de fondement. Ce n'est pas le même cycle. Le cycle est très long pour les Africains. Ils sont développés très longtemps au haut niveau et ensuite ils sont effondrés, ils sont restés fondement aussi longtemps. Mais les Européens, c'est un cycle court. Ils sont développés très vite, juste au bout de quelques siècles, les Occidentaux. Et maintenant, ils sont en cours de fondement. Et vous voyez apparaître les mêmes tas qu'on observe chez les Africains. On les voit apparaître. Voilà, je vis là-bas depuis 3 ans, je vois comment les choses changent. Le sens de la fête, c'est là-bas. Ils aiment maintenant
comme les Africains. Hein, de plus en plus maintenant. Hein, et donc très bientôt, ils vont dépasser les Africains en termes de fêtes. Hein, hein, les danseurs, les ambianceurs, ce sont les gens de là-bas. Hein. Et puis vous voyez la paresse aussi. Hein, donc les 35 heures par exemple en France, vous avez, on veut réduire les trucs, on veut travailler moins, etc. Même quand la nécessité voudrait qu'il faut travailler plus. Voilà. Et vous voyez, tout ce que je note ici, ce sont des choses qu'on observe. Hein. Même le sens. Même la soumission, la passivité, on l'observe chez les Européens actuellement. Ils prennent plus de risques, hein, voilà pourquoi ils ne vont plus en guerre, hein, ils peuvent bombarder de loin, etc. Ou alors ils prennent des mercenaires, etc. Mais ils ne vont plus mourir, hein, machin. Ils aiment trop la vie, comme nous on aimait aussi trop la vie, etc. Bon, il faut aller vite. Maintenant, renaissance il y a. Il faut parler donc de la renaissance de l'Afrique, de cet empire. Hein. Cet empire n'a pas disparu. Ok, il s'est juste effondré et il est en cours de renaissance. Voilà. Ces images, c'est pour vous montrer la renaissance de l'Afrique, okay, qui est en cours. Il faut un œil exercer pour voir que l'Afrique va redevenir ce qu'il était. Okay? Voilà pourquoi j'appelle ce réveil la normalisation. C'est-à-dire, c'est son statut normal. Le statut normal de l'Afrique, c'est d'être en haut, de dominer le reste. Okay? Et c'est ça qui est en train de revenir. Maintenant, ce qui déclenche ce réveil, c'est d'abord le déclin du dernier empire thalassocratique. Vous savez qu'il y a deux types d'empires hein, en géopolitique. Il y a ce qu'on appelle les empires thalassocratiques, ce sont des empires type empire roumain, empire britannique, etc. Ce sont des empires qui sont constitués autour d'une ethnie, d'une cité. Okay? Et à partir de là, ils vont conquérir le reste du monde, soumettre ce reste du monde-là, piller le reste du monde, rapatrier les richesses chez eux. Okay? Et ce genre d'empire, il ne dure pas longtemps. Okay? Il dure quelques siècles et après, ils s'effondrent, ils meurent, ils disparaissent pour de bon. C'est la raison pour laquelle l'empire romain a sombré corps et bien, comme vous le savez. Il n'y a plus de romains actuellement. Okay? L'empire britannique, pareil, l'empire de Ptolémée, l'empire d'Alexandre, l'empire ottoman, tout ça sont des empires thalassocratiques, ils s'effondrent, ils disparaissent. Par contre, les empires dits continentaux, eux, ils s'effondrent, ils ont un cycle plus long, ils s'effondrent et ils restent en effondrant pendant un certain temps et puis ils se réveillent. C'est le cas de la Chine, par exemple, qui est un exemple type d'empire continental. C'est le cas de l'empire africain universel. Son réveil est le plus long, son sommet est le plus long de tous, mais il est en train de se réveiller actuellement. Et vous voyez aussi l'inversion démographique. Okay? Ce qui avait sonné le glas au départ est en train de s'inverser. La population africaine, très bientôt, va constituer la majorité des êtres humains. Ils seront là. Et ça va continuer. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus que des Africains sur la terre. Vous avez aussi ces autres éléments-là. Et je voulais, pour finir sur ces slides, parler de ces deux images-là qui vous montrent le réveil de l'Afrique. Parce que quand vous vous réveillez, hein, si vous prenez cette image-là, vous pouvez vous la envoyer en disant, oh là là, la misère en Afrique, alors qu'en réalité, ça c'est le réveil des Africains. Ça veut dire qu'ils ont maintenant repris le goût du risque. Okay? Ils sont maintenant devenus en quelque sorte des sauvages. Ils prennent maintenant des risques, ils traversent les océans et ils vont conquérir l'Europe de l'autre côté. Ça, ce sont des conquérants. Les gens que vous voyez ici, là, ce sont des conquérants. Ils vont conquérir l'Europe. Ils sont en train de conquérir l'Europe. On ne le voit pas, mais c'est ça qui est dans cette image. Les géostratèges, ils le voient déjà. En Europe, là-bas, ils le comprennent déjà. Et ils savent que c'est fini pour eux. Parce que tout se passe maintenant ici en Afrique. Prenez aussi ces deux images. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des portraits très réalistes. Hein? Des artistes africains, ils peignent ces choses-là. Okay? Avec un réalisme extraordinaire. Ça veut dire que c'est le retour au concret. Okay? Ils voient le monde maintenant tel qu'il est. Hein? Ils sont plus dans la lune, dans les rêveries. Là, c'est du concret. Hein? Ils voient le monde tel qu'il est. C'est ça que ça veut dire. Okay? Sur le plan physiologique. Donc le réveil, il est là. Enfin, je présente donc cet ensemble hein, pour vous dire tout simplement que voilà, l'humanité a vécu très longtemps sous la domination de l'Afrique pendant des dizaines de milliers d'années. Là, j'ai dû vraiment élargir les derniers siècles. Hein.
Mais vous voyez, l'Empire africain, par exemple, qui a pris naissance ici, ça a duré très longtemps. Voici son accélération néolithique. Voilà comment il a commencé à infléchir ici. Et puis, pile poil au moment où il a fait une invention capitale, à savoir l'écriture, pile poil il a commencé à rétrécir. Et c'est au moment où il a commencé à décliner qu'il fait de grandes choses. Okay? Comme pour dire, bon voilà les traces de ce que j'ai fait, le résumé de ce que j'ai été. Hein? Et c'est à ce moment-là qu'ils ont construit la grande pyramide de Khéops. C'est immense, extraordinaire. Ça tient encore depuis, comme vous le savez, un truc extraordinaire. On ne sait même pas comment ils ont pu faire, c'est toujours là. Mais on a entamé notre déclin à ce moment-là. Okay? Et depuis, on n'est que dans la phase du déclin jusqu'à dans les années 50, où on a commencé à remonter la pente. Et depuis, on remonte la pente jusqu'au présent, et après, ça va s'accélérer, et le rythme d'accélération, ça ne dépendra que de nous. Mais la tendance est là, et la tendance ne dépend pas de nous. Okay? Quoi que fassent nous-mêmes ou les autres, les Européens, les Asiatiques, ce sont des données qui dépassent l'être humain. Okay? Ce sera comme ça. Je vais vous dire, pour accélérer la renaissance, hein, vous avez vu que effectivement le rythme peut différer. Hein. On peut faire des choses pour modifier cette accélération, pour agir dessus. On peut renforcer le sentiment d'unité à travers le temps et l'espace. Hein. Tous les Africains sont appelés à s'unir. Hein. Donc, et curieusement, ces trois premiers critères, c'est ce qui se trouve dans notre devise. Hein. Unité, dignité et travail. Ça correspond à l'unité. Hein. Tout se passe comme si le président Boganda avait déjà en tête cette idée-là. D'ailleurs, notre hymne s'appelle la Renaissance. C'est comme s'il avait déjà vu qu'on est en train de renaître. Renforcer l'estime de soi par l'étude approfondie de cet empire-là qu'on doit avoir par rapport au reste, et ça doit nous motiver à aller plus en avant. Okay?